Mais oui, Patrick, où sont les femmes ? Où sont les femmes dans l'histoire ? Pendant des siècles, les femmes ont été soit oubliées, soit volontairement invisibilisées. Sauf que les choses bougent, et grâce à la naissance des mouvements féministes et à l'avancée des droits, les femmes réapparaissent peu à peu à la surface de l'histoire. En l'honneur du 8 mars, journée des droits des femmes décrétée par les Nations Unies depuis 1977, cette étudiante et moi-même, nous avons décidé de lancer la série « Où sont les femmes ?». Dans cette série, nous mettrons en lumière dans 8 épisodes 8 grandes femmes oubliées ou inconnues et nous conclurons pour la première fois par une table ronde sur l'histoire des femmes. Alors, si cette aventure vous tente, suivez-nous au cours du mois de mars dans ce voyage 100% féminin. La femme dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est Mary Tuax Early, une activiste pour les droits des femmes et des enfants autochtones du Canada. Elle a réussi à changer la loi sur les Indiens qui, en 1876, définissait qui avait le statut d'Indien, et donc qui avait accès aux droits réservés aux autochtones. Je tiens à préciser que je vais utiliser le terme d'Indien uniquement dans un contexte juridique. Pour en revenir à Mary, elle est née le 4 octobre 1911 dans la communauté de Kanawake, d'une mère Oneida et d'un père Mohawk. Elle a brièvement vécu dans le Dakota du Nord après le divorce de ses parents, jusqu'au décès de sa mère, avant de retourner sur la communauté de Kanawake pour vivre avec ses grands-parents. À 18 ans, elle est partie à New York pour travailler, et c'est là qu'elle a rencontré son mari, Edward Early. Le souci, c'est qu'elle avait hérité, grâce à son père, du statut d'Indien, mais que Edward, lui, était blanc. D'après la loi sur les Indiens, en l'épousant, elle allait donc perdre son statut, et donc certains droits, notamment celui de vivre sur la communauté, de posséder une propriété ou d'être enterrée sur la communauté. Et non seulement ça lui retirait ses droits à elle, mais aussi à ses 2 enfants qu'elle avait eus avec Edward. Pour remettre un petit peu de contexte, la loi sur les Indiens, c'est la principale loi qui permet au gouvernement fédéral du Canada d'administrer le statut d'Indien, de gérer les gouvernements locaux des Premières Nations et les terres de réserve. Elle a été introduite en 1876 sous la forme d'une synthèse de plusieurs ordonnances coloniales antérieures dont l'objectif principal était de forcer les peuples des Premières Nations à abandonner leur culture et à adopter un style de vie euro-canadien. Une nouvelle version de la loi a été adoptée en 1951 et elle a été modifiée plusieurs fois, notamment en 1985. La loi portait notamment sur l'obligation des enfants des Premières Nations à fréquenter les pensionnats ou encore l'interdiction de pratiquer leurs cérémonies traditionnelles. En échange, elle garantissait des droits aux porteurs du statut d'Indien, comme l'exonération d'impôts sur le revenu qu'ils gagnaient sur une réserve ou encore la protection contre la saisie de leur propriété si celle-ci se trouvait sur le territoire d'une communauté. Bref, l'objectif, c'était l'assimilation des autochtones dans la population canadienne afin que le Canada puisse faire l'acquisition des terres et des ressources autochtones restantes et réduire les obligations financières auxquelles il s'était engagé en signant des traités avec les Premières Nations. Le gouvernement fédéral a tout particulièrement visé les femmes autochtones et leurs enfants. En 1876, la modification de la loi, l'alinéa plus particulièrement 12.1b, a permis d'éloigner ces femmes de leur communauté en les privant du statut d'Indien lorsqu'elles épousaient un homme non inscrit ou blanc, ou alors lorsqu'elles divorçaient de leur époux inscrit, ce qui les obligeait donc à se remarier avec un homme inscrit si elles voulaient retrouver leur statut. Mais les hommes inscrits, eux, ne perdaient pas leur statut d'Indien lorsqu'ils se mariaient avec une femme qui ne possédait pas le statut ou qui était blanche. Ainsi, les femmes des Premières Nations héritaient alors en premier lieu du statut de leur père, puis celui de leur époux. Le statut d'Indien était donc déterminé par la lignée masculine et ces dispositions relatives au statut agissaient comme des vecteurs d'assimilation forcée et de dépossession qui marginalisaient les femmes autochtones et qui ont institutionnalisé les privilèges des hommes au sein des gouvernements de bande. Donc Mary, elle avait perdu ses droits, mais elle était tout de même autochtone et elle voulait être reconnue comme telle. Donc dès 1956, elle a présenté ses demandes et ses doléances au comité des affaires indiennes, mais ça n'a abouti à rien. En 1966, une de ses sœurs du clan Mohawk est morte subitement d'une crise cardiaque dans les bras de Mary. Elle a attribué cette crise cardiaque au stress que son amie venait de subir parce qu'elle s'était vue refuser ses droits de propriété à Kanawake à cause justement de la loi sur les Indiens. Et donc cet événement tragique a encouragé Mary à poursuivre son combat.
Alors en 1967, elle a cofondé l'organisme Indian Rights for Indian Women dans l'objectif de réclamer la modification de cette loi. Elle a déposé un mémoire à la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, aussi connue sous le nom de Commission Byrd, qui avait normalement pour objectif d'enquêter sur la situation de la femme canadienne et de faire des recommandations au gouvernement fédéral dans le but d'assurer l'égalité des femmes dans toutes les sphères de la société. En janvier 1970, la commission a finalement publié un rapport avec 167 recommandations, mais le gouvernement canadien ainsi que la Fraternité nationale des Indiens ont tous les deux refusé d'appliquer les recommandations qui visaient pourtant à supprimer les discriminations envers les femmes autochtones. En 1974, Mary et d'autres femmes ont créé l'Association des femmes autochtones du Québec. Elles ont ensuite réussi à obtenir le soutien de plusieurs femmes députées et même d'hommes politiques. L'année suivante, elle a accompagné 60 femmes de Kahnawake à la conférence organisée à Mexico à l'occasion de l'Année internationale de la femme. Il s'est passé un événement assez particulier. Pendant la conférence, elle a appris que 2 des femmes de Kahnawake qui étaient présentes et qui participaient venaient d'être expulsées par le conseil de bande de Kahnawake. Elle a alors profité de la conférence qui était internationale et qui avait une couverture médiatique pour mettre en lumière la discrimination raciale et sexuelle à laquelle elle et les autres femmes autochtones devaient faire face au Canada. Grâce à cette couverture médiatique qui s'est révélée être terriblement négative pour le conseil de bande, celui-ci a décidé de retirer ses ordres d'expulsion. Le 15 mars 1983, à Ottawa, en Ontario, s'est tenue la première conférence constitutionnelle sur l'inclusion des droits des peuples autochtones dans la Charte canadienne des droits et libertés. Mary, qui était présente dans l'assistance, s'est vue refuser le droit de parole, mais le premier ministre du Québec à l'époque, René Levesque, en signe de soutien, lui a cédé son siège pour lui permettre de s'adresser aux représentants du gouvernement et des Premières Nations. Le 28 juin 1985, soit environ 20 ans après la commission Byrd, le gouvernement a enfin modifié la loi sur les Indiens avec le projet de loi C-31. L'amendement a mis un terme à la situation de discrimination et a rendu leur statut et leurs droits à des milliers de femmes. Et c'est une semaine plus tard, le 5 juillet 1985 à Toronto, que Mary Tuax Early est devenue la première femme à retrouver ses droits lors d'une cérémonie en présence du ministre des Affaires indiennes et du Nord, David Combry. En conclusion, alors que personne n'osait dire quoi que ce soit contre la loi sur les Indiens, Mary Tuax Early, avec d'autres femmes, a mis en lumière la discrimination envers les femmes autochtones au Canada, tant par le gouvernement canadien que dans leur propre communauté, et a lutté pour les droits des femmes et des enfants autochtones. Son activisme politique a contribué à la formation d'une coalition d'alliés qui a remis en question les lois canadiennes discriminantes à l'égard des femmes autochtones. Et le combat pour l'égalité se poursuit encore aujourd'hui. Le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le FFADA, a récemment désigné la discrimination sexuelle dans la loi sur les Indiens comme une cause fondamentale de la violence et de la discrimination dont sont victimes les femmes des Premières Nations du Canada. Du coup, à travers ces actions, Mary, elle aura inspiré de très nombreuses femmes à prendre la parole et à témoigner des inégalités et des discriminations dont elles sont victimes. La cinéaste Courtney Montour a réalisé un documentaire très intéressant sur le parcours de Mary. 2 choses m'ont particulièrement marqué dans les interviews. Tout d'abord, c'est le fait qu'elle a eu du mal finalement à réaliser ce film, car il n'y avait que très peu d'images du combat de Mary, qui a pourtant duré 20 ans. Et ensuite, il y a une citation de la cinéaste elle-même que j'ai trouvée très pertinente et sur laquelle je voudrais conclure. Mary a mené cette cause avec amour, compassion et persévérance, des traits que j'observe chez les femmes qui ont poursuivi la lutte essentielle pour l'égalité des sexes.